Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur French Listen. Je suis Sandra, accompagnée comme toujours de Bernard. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ces petites erreurs de français qui nous poursuivent tous, même ceux qui, comme moi, y travaillent à la radio chaque jour. Salut à toutes et à tous. Franchement, c'est un sujet qui me touche beaucoup. J'ai encore le souvenir très vivant d'un matin à Paris où j'ai voulu dire à la boulangère que j'avais passé une bonne journée. Enfin, je croyais, sauf qu'en fait, je me mélangeais complètement entre jour et journée. Elle a eu ce regard, vous voyez lequel ? L'air genre, il est mignon lui. Ah, le fameux regard indulgent du commerçant. Mais tu sais Bernard, c'est fou, ces erreurs persistent même après des années. Est-ce que, selon toi, on apprend plus vite en se trompant ? Tu vois, genre, faut-il tout corriger à chaque fois ou on accepte qu'il y a des fautes qu'on garde un peu ? C'est la grande question. Moi, je crois que parfois, il faut juste se lancer et accepter de rater. Mais corriger sans pression, c'est mieux. Sinon, t'oses plus parler, non? Exactement, et il y a aussi des fautes qui deviennent des habitudes acceptées presque, tu trouves pas ? Bon, alors, petit tour d'horizon de ces erreurs qui reviennent tout le temps. Tu veux te lancer, Sandra? Oui, et je vais m'inclure dans le lot. Par exemple, les faux amis, genre actuellement et actually, je sais pas pourquoi, mais je fais toujours la confusion. Et puis le très classique, je suis confus, alors que je voulais dire, je suis désolé. Il m'est arrivé d'utiliser cette expression en direct à la radio. Je me sentais bête, mais au final, tout le monde a compris que c'était pas grave, quoi. J'adore. Et tu sais, il y a les accords aussi. Genre, j'ai mangé la pomme que tu m'as donnée. Pas donnée, hein? Et puis le placement de l'adjectif. Un grand homme, c'est pas la même chose que un homme grand. C'est subtil. Oh oui. Et puis les pièges comme je suis bien versus je vais bien, ou le fameux mon copain est sympa contre mon copain a l'air sympa. Le sens change, c'est sournois. Oui, la nuance, c'est véritablement le mot-clé. Et on apprend souvent à nos dépens. Moi, ce qui m'a aidé, c'est de trouver des petites phrases repères. Et aussi, truc tout bête, j'utilise des post-it partout dans l'appart. Mais vraiment, même sur la brosse à dents, c'est pour dire. D'ailleurs, dans ma salle de bain, j'ai écrit salle d'eau en gros, histoire de pas sortir un bathroom totalement anglais. Tu as raison, c'est rare que les gens s'enregistrent, mais tu t'entends parler et soudain t'entends l'erreur que tu comprends jamais à l'écrit. Et franchement, demander des retours, c'est pas une honte. Parfois on a peur, mais si on se lance pas, on reste bloqué. Ouais, la pression de la perfection. Franchement, faut s'en libérer un peu, non ? Et puis, l'accent, faut en faire un allié, pas une honte. Je dis pas ça juste parce que j'ai gardé le mien, hein. Mais non, mais c'est vrai. L'accent, c'est une histoire, ça intrigue les gens. Personne va te juger juste parce que tu roules pas tes R ou que t'as pas la petite nasalisation académique. L'essentiel, c'est la communication. Tu sais Bernard, il y a une énorme différence entre apprendre en classe, ou même en écoutant un podcast, et vraiment intégrer le français dans son quotidien, même hors cours. Genre, mater un film, plonger dans un bouquin, écouter une chanson, ça t'expose à toutes les intonations, à des accents variés. Ouais. Et puis, parler avec des natifs, c'est irremplaçable. J'ai progressé 10 fois plus vite en prenant un café avec des francophones, même si j'avais l'impression d'être un gamin de CP au début, franchement. L'important, c'est les retours directs. Ça t'aide à t'adapter au vrai langage. C'est clair. Et puis, il faut voir chaque erreur comme une étape, pas un échec. Si tu célèbres un truc bien que t'as capté cette semaine, genre une expression nouvelle, ça booste ta motivation. Exactement. Adopter une attitude positive face aux erreurs, ça change tout. Moi, je me suis fixé des mini-objectifs. Genre, chaque semaine, je reprends une petite erreur ou une nouvelle expression. Oui, et peut-être participer à des ateliers. C'est hyper rassurant, parce que tu sais que les autres sont là pour apprendre aussi. Ça réduit la peur de parler, tu te rends compte que tout le monde galère au fond. Bernard, t'es du genre à utiliser des applis comme Duolingo ou Babbel ? Perso, j'aime bien les petits jeux pour pratiquer 2 minutes entre deux reportages. Oh, complètement. Parfois dans le métro, hop, un quiz de vocabulaire. Et puis j'active toujours les sous-titres français quand je regarde des films ou séries. T'entends les mots, tu les vois écrits, ça rentre plus vite. Oui, et les forums ou groupes de discussion en ligne, t'as accès à plein de gens de niveaux différents. Tu poses une question,
bam, il y a toujours quelqu'un pour corriger gentiment. On en parle de l'importance de se fixer des petits trucs atteignables? Genre 10 nouvelles expressions par semaine, c'est déjà énorme en vrai. Ah oui, et noter ses progrès ou ses plantages dans un carnet, c'est magique. Tu revois 3 semaines plus tard ce que tu savais pas du tout et maintenant, tu l'utilises sans y penser. Ouais, puis parfois, faut réajuster et être réaliste. On surévalue nos capacités au début, bon, moi le premier, hein. Et tu sais Bernard, intégrer tout ce qui touche à la culture, c'est hyper motivant. Parfois, comprendre une chanson française ou un film, ça te donne une vraie claque. Ah, c'est pour ça qu'ils disent ça comme ça. Et rencontrer des gens, même en ligne, qui partagent cette curiosité. Plus t'es ouvert, plus tu piges vite les subtilités, les idiomes. Exactement. Et on capte beaucoup plus vite si on est dans une démarche de découverte, pas juste scolaire. Et répéter les activités, c'est ça qui fait toute la différence, tu crois pas? Genre écouter du Brel lundi, mercredi, puis samedi, et tu captes de plus en plus de phrases. Oui, et pratiquer avec des natifs, c'est comme t'entraîner au ping-pong. Le dialogue va plus vite, t'es obligé d'être réactif. Mais faut rester curieux et pas hésiter à s'intéresser à la gastronomie, à l'histoire, tout ce qui nourrit la langue. Une bonne astuce, c'est de repérer quelles activités françaises te plaisent. Regarder un film ou se plonger dans de la musique. Tu changes rien à ton plaisir, tu ajoutes juste l'apprentissage. C'est vrai. Et puis, discuter en ligne, faire des échanges linguistiques, ça aide à garder le rythme. Et tu découvres des vraies expressions d'aujourd'hui. Créer un environnement immersif, même tout simple. Juste mettre les sous-titres ou avoir un groupe WhatsApp pour échanger 2 phrases, c'est déjà top. Et pour éviter de s'essouffler, moi j'aime bien me lancer des petits défis. Genre ce mois-ci, apprendre 50 mots nouveaux. Ou réussir à tenir une conversation de 5 minutes avec un natif. Varier les activités, c'est clé aussi. Un jour un quiz, un autre regarder Kaamelott ou un vieux film de Chabrol. On apprend beaucoup plus vite quand on prend du plaisir. Ouais, s'entourer d'une petite communauté, en ligne, au café, peu importe, mais partager tes galères et tes victoires, ça crée une vraie dynamique. Je sais, ça fait répétition, mais vraiment, écouter de la musique ou regarder des films tous les jours, ça te booste la compréhension comme jamais. Ouais, sans compter les échanges réguliers avec des natifs. Même si c'est 5 minutes sur un chat, ça fait toute la différence, surtout pour choper le bon rythme. Créer un petit cocon, tout en français. Appli, sous-titres, discussion. Même une dose minime par jour, ça s'accumule très vite. Moi, je m'offre parfois une récompense, après une victoire. Genre, réussir un subjonctif sans réfléchir, j'ai droit à une pâtisserie. Non, mais sans rire, ça motive. J'adore. Et puis, noter ses hauts et bas, c'est génial pour voir comment on évolue. Même les mauvais jours, on apprend. Rejoindre un groupe, même virtuel, ça aide à relativiser. On réalise qu'on est tous dans le même bateau. On l'a dit, mais vraiment, les applis comme Duolingo ou Link, c'est pratique pour s'y mettre 5 minutes par jour. En plus, c'est ludique, on voit ses progrès tout de suite. Et puis, activer les sous-titres change tout pour la prononciation, je trouve. On fait d'une pierre deux coups. Participer à des discussions en ligne, poster une question et recevoir une correction immédiate, c'est ce que j'aime bien aussi. Parfois, c'est juste un détail. Une phrase entendue dans une appli qui déclenche le déclic. Faut pas sous-estimer ces petits outils. Oui, et plus tu utilises ces ressources, moins tu crains de faire des erreurs devant les autres, ça devient presque un jeu. Choisissez une habitude toute bête. Cuisiner une recette en français. Ou suivre la météo en français tous les matins. Ça fait une vraie différence. Oui, et pratiquez la conversation dès que vous pouvez, même pour demander l'heure à un collègue. Et les groupes de discussion, ça force à utiliser la langue activement. C'est précieux. Lire un livre ou un blog en français, ça ouvre des horizons. On découvre plein de registres différents et on étoffe son vocabulaire sans s'en rendre compte. Oui, et participer à des événements, même virtuels, une expo, une conférence, ou suivre des influenceurs français, on se familiarise avec l'actualité et l'argot. Plus tu consommes la culture française, plus ça rentre vite. Tu comprends l'humour, les références, et puis tu te sens dans le bain. Faut pas hésiter à explorer la gastronomie ou l'histoire aussi, rien que pour discuter avec des natifs, ça nourrit le vocabulaire, t'es d'accord? Là-dessus, rien ne vaut un peu d'impro. Même se lancer dans une discussion spontanée ou s'enregistrer, ça te force à être naturel. Et puis, tu repères tout de suite ce qui coince. Oui,
Et dans les clubs de conversation, l'erreur est vue comme un cadeau. T'apprends pour de vrai, avec de vrais gens. Quoi que vous fassiez, ajoutez une touche de français. Même juste écouter un podcast en faisant la lessive. C'est l'accumulation qui crée la maîtrise. Exact. Et ça devient naturel. Ça fait plus exercice, c'est juste la vie de tous les jours. La clé, c'est vraiment la patience. On a tous envie de parler parfaitement tout de suite, mais il faut célébrer chaque pas, regarder ce qu'on a déjà parcouru. Ouais, tenir son petit carnet de réussite, ça aide à se rendre compte que même si parfois on rame, on avance toujours. Et la bienveillance envers soi-même surtout. C'est un marathon, pas un sprint. Revenons sur la tech. Applications, sous-titres, forums, c'est vraiment un atout. Utilisez-les à fond, mais combinez avec le vrai contact humain pour progresser plus vite. C'est la combinaison des outils qui fait la différence. Tout seul, c'est dur de garder le cap. Mais ensemble, on va loin. Cherchez le feedback. Demandez « Tu peux corriger ma phrase ?» à quelqu'un. C'est super précieux. Analysez vos progrès en vous enregistrant et comparez, même si c'est un peu bizarre au début. Oui, et rejoignez un atelier ou un groupe où tout le monde fait pareil, ça démystifie l'erreur. On est là pour apprendre, pas pour juger. Participer à des événements, même en ligne, que ce soit une projection de film ou un atelier gastronomique, ça donne un contexte et des souvenirs associés au vocabulaire appris. Consommez des médias variés. Explorez, soyez curieux. La culture française a 1000 facettes. Faut y plonger. On touche presque à la fin. Pour garder confiance, fixez des mini-défis chaque semaine. Tenez votre journal de bord. Et surtout, trouvez une communauté, même minuscule, pour pratiquer et partager. Ouais. Tomber, se relever, recommencer. C'est ça l'apprentissage d'une langue. Bon, Sandra, c'était encore un plaisir. Merci Bernard. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On revient bientôt avec de nouveaux conseils pour vous aider à parler encore mieux français. Prenez soin de vous et amusez-vous à faire des erreurs. Ça veut dire que vous avancez. À très bientôt. Bonne journée ou bonne soirée selon l'heure où vous nous écoutez. Au revoir Sandra. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Bienvenue à tous À dans tout de French suite dans la Listen, suite de l'épisode. l'endroit où on décortique le français pour vous aider à briller. Je suis Sandra, et comme toujours, je suis accompagnée de Bernard. Salut Bernard. Salut Sandra. Salut à tous les auditeurs. Prêts à continuer notre exploration des erreurs à éviter en français ? Absolument. La semaine dernière, on a commencé à débroussailler le terrain, mais il reste encore pas mal de pièges à éviter. Alors, on se lance directement. Bernard ? Allez, on y va. Alors, par quoi on commence aujourd'hui ? J'ai l'impression qu'il y a toujours des confusions autour de certains mots, non ? Ah oui, alors, il y a une erreur que j'entends souvent et qui me hérisse le poil. La confusion entre apporter et emporter. C'est dingue, non ? Ah oui, classique. Explique-nous la nuance, Sandra, pour ceux qui seraient encore un peu perdus. Alors, en gros, apporter, c'est amener quelque chose vers le lieu où se trouve la personne qui parle ou à laquelle on parle. Et emporter, c'est prendre quelque chose avec soi quand on quitte un lieu. C'est clair, non ? Enfin, je l'espère. Oui, c'est assez clair. Un exemple pour illustrer tout ça ? Bien sûr. Je dis, j'apporte une bouteille de vin à la soirée chez Sophie. Ça veut dire que je vais la prendre et l'amener chez Sophie. Et je dis, j'emporte mon parapluie, il risque de pleuvoir. Là, je le prends avec moi quand je pars. Parfait. C'est limpide. Bon. Et une autre erreur fréquente alors ? On passe aux anglicismes. Peut-être ? C'est un terrain miné ça, non ? Oh là là, lac anglicisme. Vaste sujet. Mais oui, c'est important d'en parler. Il y en a certains qui sont tellement ancrés qu'on ne se rend même plus compte qu'on les utilise. Mais il faut essayer de les éviter, autant que possible. Carrément. Donne-nous quelques exemples concrets. Des anglicismes qui nous polluent la vie. Quoi ? Alors, par exemple, au lieu de dire « je vais checker mes mails », on peut dire « je vais vérifier mes mails » ou « consulter ma boîte de réception ». C'est quand même plus joli, non ? Ah oui, c'est sûr. Et au lieu de dire « c'est quoi le point ?», on peut dire « quel est le but ?» ou « où veux-tu en venir ?» Exactement. Et un dernier pour la route. Au lieu de dire « je suis stressé », on peut dire « je suis angoissé » ou « je suis sous tension ». Ça a plus de classe, non ? Clairement. Bon, après,
il faut pas non plus devenir puriste à l'extrême et se prendre la tête pour chaque mot. Mais c'est bien d'en avoir conscience et d'essayer de varier son vocabulaire. Tu ne crois pas? Oui, tout à fait d'accord. La langue française est tellement riche, ce serait dommage de s'en priver. Bon, et une autre erreur qui me fait souvent sourire, c'est l'utilisation de « quoique » et « quoique ». Ah oui, là aussi, c'est un grand classique. Explique-nous la différence, Sandra. Alors, quoique en un seul mot, c'est une conjonction de subordination qui signifie bien que, encore que. Par exemple, quoique tu sois fatigué, tu dois finir ce travail. Ok, et quoique en 2 mots? Quoique, en 2 mots, c'est une locution conjonctive qui signifie peu importe ce que. Par exemple, quoi que tu fasses, je serai toujours là pour toi. Tu vois la nuance? Oui, c'est plus clair. Mais c'est vrai que c'est facile de se tromper. C'est une question d'habitude, je pense. Tout à fait. Plus on s'entraîne, moins on fait d'erreurs. C'est comme tout. Et justement en parlant d'entraînement, je pense qu'on pourrait parler de la différence entre s'entraîner et entraîner, non? Oui, excellente idée. Je t'écoute, Sandra. Alors, entraîner, sans apostrophe, signifie provoquer ou causer quelque chose. Par exemple, cette décision peut entraîner des conséquences graves. On utilise souvent ce mot pour parler de répercussions. Et s'entraîner, alors? Eh bien, s'entraîner, avec l'apostrophe, c'est se préparer, pratiquer régulièrement une activité. Par exemple, je m'entraîne tous les jours pour le marathon. Ou bien, les joueurs s'entraînent durement pour le match. Super clair. Bon Sandra, je crois que notre temps est presque écoulé. C'est fou comme ça passe vite quand on parle de français. C'est vrai. Mais on a encore tellement de choses à partager. On remettra ça dans un prochain épisode, c'est certain. En attendant, n'hésitez pas à nous dire quelles sont les erreurs que vous entendez le plus souvent autour de vous. Oui, vos retours sont toujours très précieux. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur French Listen. À bientôt tout le monde. Et surtout, continuez à parler français, sans avoir peur de faire des erreurs. Pas encore. C'est comme Regardez ça qu'on maintenant la progresse. 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Alors, À tout à j'ai l'heure pour quelque la suite chose de super l'épisode. cool pour toi aujourd'hui. Tu vois? Un truc qui va vraiment aider nos auditeurs de French Listen à parler français. Mieux, quoi. Ah, ça m'intéresse. Toujours partant pour filer des astuces, surtout quand il s'agit d'éviter les erreurs courantes qui peuvent, comment dire, un peu casser le charme, tu vois? Carrément. Disons, les erreurs qui font grincer des dents les puristes, quoi. On a 20 minutes pour faire le tour, c'est chaud, non? 20 minutes, c'est le temps qu'il faut. Allez, on fonce. Première erreur, et c'est une des plus fréquentes, l'utilisation de « malgré que ». On dit « bien que » ou simplement « malgré ». Genre « malgré la pluie », pas « malgré qu'il pleuve ». Ah, d'accord, d'accord. You. C'est comme une redondance, quoi? Exactement. C'est comme dire « monter en haut ». Tu vois? C'est inutile. Ensuite, autre erreur, et celle-là, elle est super répandue, confondre « a » et « a ». Ah, c'est le verbe avoir à la 3e personne du singulier. Genre, il a faim. Et à, c'est une préposition. Genre, je vais à Paris. Ok, donc le A avec accent, c'est direction ou appartenance, en gros? Voilà. Et pour être sûr, tu peux essayer de remplacer à par avait. Si ça marche, c'est que c'est le verbe avoir. Si ça marche pas, c'est à. Simple, non? Oui, super simple. Prochaine erreur alors? Alors, la suivante, c'est une question de vocabulaire, et c'est l'utilisation de amener et emmener. Amener, c'est pour les objets ou les animaux. Genre, j'amène mon chien chez le vétérinaire. Et emmener, c'est pour les personnes. Genre, j'emmène mes enfants à l'école. Ah, you. Donc, si j'emmène mon chat, c'est incorrect, en fait? Techniquement, oui. Mais bon, on va pas chipoter pour un chat, hein. L'important, c'est de faire la distinction pour les personnes. Après, il y a une erreur que j'entends super souvent, l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Oh là là, let participe passé. C'est toujours compliqué, ça, non? Oui, mais avec une règle simple, ça devient plus clair.
Le participe passé s'accorde avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Genre, la tarte que j'ai mangée était délicieuse. Que, c'est le COD, et il est placé avant et mangé, donc on accorde. Ok. Donc, si le COD est après, pas d'accord? Exactement. J'ai mangé une tarte. Pas d'accord parce que une tarte est après le verbe. Et, autre erreur classique, l'utilisation de plus de sans ne dans une phrase négative. Ah oui. Genre, on oublie le ne? Exactement. On dit je n'ai plus de pain, pas j'ai plus de pain. Le ne est essentiel pour la négation. Ok, donc, ne, plus, toujours ensemble, quoi. Toujours. Et maintenant, une petite subtilité avec les pronoms relatifs qui et que. Qui, c'est le sujet du verbe. Genre, la personne qui parle est intéressante. Et que, c'est le complément d'objet direct. Genre, le livre que je lis est passionnant. Donc on utilise qui quand la personne fait l'action et que quand elle l'a subi, c'est ça? Oui, c'est une bonne façon de le voir. Et, parlant de pronoms, attention à ne pas confondre leur et leur. Leur, c'est pour le singulier. Genre, je leur parle. Et leur, c'est pour le pluriel. Genre, je leur donne leur cadeau. Ah, you. Donc si je dis je leur donne leur avis, c'est possible si tout le monde a le même avis? Oui, c'est tout à fait correct dans ce cas-là. Ensuite, on a aussi souvent des erreurs avec l'emploi du subjonctif. Le subjonctif, c'est un mode qu'on utilise après certaines conjonctions comme bien que, avant que, afin que. Ah oui, le subjonctif. Toujours une galère, ça. Oui, mais c'est pas si compliqué. Après bien que, par exemple, on utilise toujours le subjonctif. Bien qu'il pleuve, je sors. Et pour finir, une petite erreur d'orthographe, c'est et c'est. C'est un adjectif démonstratif pluriel. Ces livres sont intéressants. C'est est un adjectif possessif pluriel. Ses amis sont venus. Et c'est est la contraction de ce est, c'est facile. Ok, donc c'est. Tout dépend du contexte, quoi. Absolument. Et voilà, en 10 minutes, on a fait le tour des erreurs les plus courantes. Bon, un peu plus de 10, on l'avoue. C'est vrai. You. Ben écoute, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était super clair et super utile, en fait. Nos auditeurs de French Listen vont adorer, je pense. Avec plaisir. J'espère que ça les aidera à parler français avec plus d'assurance et moins d'erreurs. On l'espère aussi. You. Et à bientôt pour un prochain épisode de French Listen.